mise à l'honneur de la Suisse démarre avec ce Festival de la Foire du Livre de Bruxelles et c'est l'occasion pour nous de vous proposer une programmation de quelques voix originales de la littérature romande contemporaine dans une programmation élaborée par Régis Penalva et tel un avant-goût de ce que nous souhaitons déployer l'année prochaine à Bruxelles. Aujourd'hui, nous vous présentons Laurence Boissier avec son dernier livre « Histoire d'un soulèvement » paru aux éditions Art et Fiction. Art et Fiction et d'ailleurs Laurence Boissier elle-même, pour un précédent livre « L'inventaire des lieux », a remporté le Grand Prix suisse de littérature. Et cette même maison Art et Fiction a aussi remporté le Best Book of Design in the World en 2020 pour l'Almanach Écart. C'est une petite maison d'édition qui collectionne les distinctions et qui, en quelques 20 ans, a bâti un catalogue riche de plus de 350 titres avec talent et humour. Dans Histoire du soulèvement, Laurence Boissier explique avec beaucoup de malice, comme vous le verrez, qu'il suffirait de déplier la Suisse à l'aide d'un fer à repasser pour la faire s'étirer de l'Atlantique à l'Oural. Beaucoup d'autodérision, de la cocasserie, de la férocité sont au programme de cette fiction qui s'attaque avec jubilation à l'un des totems de la suissitude, la randonnée alpestre. Je vous laisse en compagnie de Laurence Boissier. Bonjour, mon nom est Laurence Boissier. Je vais vous présenter ce livre, Histoire d'un soulèvement. En fait, ce livre contient 3 histoires. L'histoire du soulèvement des Alpes à travers des périodes géologiques, l'histoire d'une randonnée en montagne et l'histoire d'un fossile, un fossile de notre ancêtre direct, un Protoclepsidrops qui se trouve enfermé dans la masse rocheuse et qui va monter avec les Alpes jusqu'à se retrouver en surface. Au début de la semaine, de grandes masses d'air contradictoires ont si bien balayé les Alpes que nous ne savions pas si notre randonnée serait maintenue. La météo s'annonce changeante, le plafond nuageux devrait se dissiper, nous quittons le bitume, laissant peu à peu derrière nous greniers, murets, abreuvoirs et clôtures. Le guide adopte d'emblée un rythme soutenu, des bribes de conversation me parviennent dans le désordre. Première constatation, ils sont tous capables de tenir le rythme et parler en même temps. Je vous présente le groupe. Il y a d'abord Thierry, la soixantaine, quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément aux Alpes. C'est un grand charmeur et un grand ensemenceur aussi. Il y a Bernard, un homme assez massif, vétérinaire à la retraite, passionné des fleurs. C'est quelqu'un qui donne tout le temps des conseils. Esther et Amour, un couple de longue durée, très longue durée. Elle appelle son mari Amour. Lui n'aime pas quand les autres, elle n'aime pas quand les autres l'appellent Amour. Esther est très curieuse, c'est elle qui pose toutes les questions techniques. Ensuite, il y a Magali, la plus jeune, suit une formation pour devenir guide de montagne, 35 ans, fertile. Et finalement, Laurence, une femme d'à peu près mon âge, qui n'est pas du tout entraînée pour la montagne, qui part avec un cahier sur lequel elle prend des notes. Elle est autrice. Quand j'étais petite fille, mes parents me mettaient sur des skis chaque hiver. Malgré mon manque d'aptitude, je n'ai pas questionné ce modèle une fois adulte. Mon mari non plus. Dès que nos enfants ont eu l'âge de skier, nous avons tout naturellement passé les vacances de Noël en station. Ils sont adolescents à présent et ne veulent plus de l'école suisse de ski. Ils n'ont pas croché, mais nous continuons à y croire. Mon mari a découvert la peau de phoque, moi je n'ai rien découvert du tout.
Sur l'Alpe, mon statut équivaut à celui d'un animal domestique. On me monte pour ne pas me laisser seule à la maison. J'ai essayé la balade en raquette. Trop vite, j'ai le souffle court, le nez qui coule, et je ne fais plus qu'attendre le prochain vin chaud. Moquette brune, carrelage moka, luminaire en fer forgé. Dans la plupart des appartements de location où nous avons séjourné, tout était moche, sauf l'écran allumé de la télévision. Cet aspect des Alpes, je le connais bien. Mais des vraies Alpes, de l'invraisemblable carambolage à notre porte, je ne connais rien. Cette année à Noël, les enfants n'ont presque pas skié. Ils se sont retrouvés avec des abonnements remplis de points dont la date de péremption approchait. Il nous fallait donc repartir en montagne également pour les vacances de février. On était en train de surfer sur Internet à la recherche d'un appartement lorsque, brusquement, mon mari s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu sais, finalement, si tu n'as pas envie de venir, tu peux tout aussi bien rester à la maison. » En quelques mots, je me suis vue rétrograder du statut d'animal domestique à celui de plante d'intérieur. Et ça m'a fait réagir. Sur un coup de tête, je me suis inscrite à cette randonnée de 9 jours. Je pensais que je prendrais le temps de m'entraîner avant le jour du départ. Je ne l'ai pas pris. Le dernier personnage de cette randonnée est Hugues, le guide. Le guide a une toute autre notion du temps que nous. Pour lui, les dinosaures ont disparu hier. C'est un fou des Alpes, un fou de géologie. Il guide par nécessité. Il trouve les randonneurs un tout petit peu crétins. De son bras tendu, le guide décrit un arc de cercle qui embrasse toute l'étendue du paysage. Je m'attends à une nomenclature des sommets. Je me trompe. Il se contente de nous dire que les Alpes ne sont pas ici par hasard. Si nous les écumons sans expérimenter la sensation du socle, nous resterons pour toujours des déracinés. La sensation du socle, savoir d'où elles viennent, savoir d'où on vient. Évidemment que nous savons d'où elles viennent. Nous sommes allés à l'école, nous avons regardé la télévision et écouté la radio, nous avons lu Géo, nous savons qu'il y a eu à leur place une mer, que des dinosaures y ont laissé des empreintes de pas et qu'à une certaine époque, les glaciers descendaient jusqu'en plaine. Je résume ma science. Il y avait une mer ici, jadis, avec des dinosaures sur la plage. C'est quand jadis, il me demande. Voyant que je n'en ai aucune idée, il se baisse et ramasse un caillou. Tu vois ce caillou? Oui, il s'agit d'un caillou gris. Je vais vous raconter comment il est arrivé ici. Nous le regardons bêtement, mais aujourd'hui, le premier jour, on s'acclimate. Allez, on y va. Plus que 2 petites heures de montée avant la pause de midi. Combien? J'ai sûrement mal entendu. 2. 2 heures? 2 heures. De montée? Voilà, ça c'est le premier jour. Alors ils font connaissance, conversation anodine. Esther pose ses questions. Et Laurence, c'est elle qui parle, a de la peine à s'acclimater. Et elle va abandonner souvent. Je me lance. Tu sais, Hugues, à propos de demain, eh bien, il s'avère que la randonnée est une difficulté 4, alors que sur le programme, c'est une 3. J'ai jamais rien pigé à ces histoires de niveau, il me dit. Apparemment, le niveau 8, c'est l'Himalaya, précise Thierry, mais j'y connais rien, c'est ma première. Tu vois bien, 5, 6, 7, et c'est déjà l'Himalaya, je plaide encore. J'ai juste été mal informée, c'est dommage. Il préfère mentionner 3 dans le programme pour que les gens s'inscrivent, me répond le guide. T'en fais pas. Il faut surtout dormir pour récupérer. Pendant la nuit, 2 continents vont entrer en collision et former la Pangée. Une très grande chaîne de montagnes va marquer la suture. Les 2 poings du guide se joignent devant son plexus. Il abaisse les coudes. Les articulations de ses phalanges forment des reliefs. « Les Alpes !» s'exclame Esther. « Non, bien avant les Alpes, la chaîne hercynienne, corrige le guide. Tu prends les Alpes, tu les multiplies par 3 et tu obtiens la chaîne hercynienne. »
Chaque soir, le groupe de randonneurs se retrouve dans une cabane différente. Bon, il n'y a pas que des cabanes, il y aura aussi des abris un peu plus précaires. Et Laurence est étonnée. C'est un monde qu'elle ne connaît pas. Un monde où les installations sanitaires sont assez sommaires. Et un monde où les matelas sont simplement flanqués les uns à côté des autres dans des dortoirs. Les groupes se mélangent. L'idée d'être allongé si près d'un homme inconnu, à plus forte raison 2 hommes inconnus, me paraît irréelle. Je pousse mon voisin de droite doucement du pied. Il se recroqueville en chien de fusil et se met à respirer paisiblement. Les nerfs à fleur de peau, l'émotivité, le cycle de l'irritabilité et de la fatigue, j'établis l'inventaire des conséquences d'un manque de sommeil. J'essaye de me piloter vers l'oubli en imaginant que je suis un cargo avançant sur une mer de brume. Les Alpes, symbole de mon pays, maintenant que j'y suis, je souhaite ardemment en redescendre. Ça, c'était la première nuit. Le lendemain, c'est déjà le Carbonifère. Et le Carbonifère, je l'ai inclus dans ce livre au début parce que les roches alpines commencent dans le Carbonifère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les Alpes de roches plus anciennes que des roches datantes du Carbonifère. Et alors, il nous présente le Carbonifère et il nous présente aussi notre ancêtre direct, un Protoclepsidrops, qu'il nous invite à appeler Drops. Nous transférons la salade aux œufs préparée par le guide dans nos boîtes à lunch respectives. Nous complétons avec du pain, du saucisson et des abricots. Un guide ordinaire nous raconterait le présent de ce que nous avons devant les yeux. Celui-ci nous raconte le passé de ce que nous avons sous les fesses. Il nous ramène 350 millions d'années en arrière, au moment où la vie émerge d'une extinction massive. Dans l'eau, différentes formes de squelettes, blindages, coquilles et spicules ont déjà été expérimentées. Sur Terre, outre les fougères et les petits insectes, tout reste à faire. Progressivement, la forêt recouvre tout, c'est le Carbonifère. À ce moment-là, la Suisse se situe à cheval sur l'équateur et jouit de conditions tropicales. Peut-être la Belgique aussi. Sa palette est digne du fumoir d'un grand hôtel, avec des bruns, des verts foncés, des verts de gris. Des insectes aussi grands que des hélicoptères brombissent dans son ciel. Ces vastes marécages humides sont traversés par des rivières qui déboulent le long de la des flancs de la chaîne hercynienne pour rejoindre la mer, où des poissons cartilagineux perpétuent leur espèce. Je note tout dans mon cahier. Dans l'eau calme d'une mangrove, nous retrouvons ce petit animal. Le guide nous montre une illustration protégée par une chemise en plastique. C'est une Protoclepsidrops, une femelle. Il nous invite à l'appeler Drops tout simplement. Peinte à l'aquarelle sans aucun élément de décor, Drops semble léviter sur la page blanche. Ses yeux, très haut placés sur son crâne, lui confèrent un petit air de chef des armées. Le poitrail pendant, la tête reliée au corps par des replis de cuir, elle ressemble à un croisement entre un lézard et la reine Victoria. L'artiste l'a rendue dans des tons gris bleutés, le menton anis, l'œil jaune. Tout le long de son dos, jusqu'à la pointe de sa queue, sa colonne vertébrale saille, elle pose, montrant son profil et 2 pattes à 5 doigts. Étant donné la taille de sa tête, nous dit fièrement le guide, nous pouvons imaginer qu'en plus de la faim, de la reproduction et de la peur, il y avait de la place pour une conscience du monde. D'énormes amphibiens vivent dans ces rivières. Ce sont des bêtes toujours mouillées qui ne s'aventurent dans les eaux stagnantes de la mangrove que poussées par la faim. Quand elles voient Drops, elles pensent à leur prochain repas. Pourtant, Drops ne meurt pas mangée, elle meurt asphyxiée au fond d'un tronc. Une crue géante la surprend et la recouvre de terre glaise. Et si le guide insiste sur cet événement, c'est que Drops n'est pas n'importe qui. Drops a inventé l'œuf dur. Un œuf dur, ça ne flotte pas dans l'eau à la merci de n'importe quelle mâchoire. Un œuf dur, c'est solide et ça se laisse enfouir. Or, sans œuf dur, pas d'oiseaux, pas de reptiles, pas de tortues, pas de mammifères et pas de pique-nique.
Le Carbonifère est une très longue période géologique et Laurence abandonne encore une fois. Elle passera beaucoup de temps à abandonner. « Tu fais quoi dans la vie ?» me demande Thierry. « Je suis autrice », je lui réponds, pantelante. « Autrice ? Quel affreux mot ! C'est le même principe que collaboratrice ou actrice. »« Autrice de quoi ? De fiction ? Tu connais Joël Dicker ? Non, pas personnellement. Et tu écris sur quoi ? Une randonnée dans les Alpes. Mais tu veux dire celle-ci ? Oui. Tu vas nous mettre dans ton bouquin ? Oui. Ah, je me demandais pourquoi tu t'étais inscrite si tu avais peut-être perdu un pari. Non, pas perdu de pari. Au début, c'était pour échapper au statut de plante d'appartement, pour prouver quelque chose. Et puis je me suis dit que si je prouvais quelque chose, autant que ça se sache dans toute la Suisse romande, et maintenant dans toute la Belgique. Nous sommes montés si haut que les fleurs ne poussent plus. Bernard remet son appareil photo dans sa housse. La roche nue irradie une chaleur accablante. Je me mets à sangloter. Finalement, le guide lui-même, cet astre inatteignable, repère le problème. Il redescend à mon niveau. Je tombe à genoux et je lève vers lui des yeux baignés de larmes. Adieu, merci. Continuez sans moi. On va aller plus doucement, il concède. En tirant sur les sangles de mon sac à dos, il me remet debout. Avec l'opiniâtreté d'un bon chien de berger, il mènera son troupeau entier à bon port. Contrairement aux insectes géants du Carbonifère, Hugues, je n'arrive pas à enfourner suffisamment d'oxygène dans mes cellules pour fabriquer de l'énergie. J'ai presque rien dormi. Et à ce moment-là, déjà peut-être un petit peu avant, les lecteurs et les lectrices ont déjà compris que mon dispositif est très très simple. À chaque jour correspond une période géologique et chaque jour c'est une grosse marche. Il y a des conversations anodines, il y a des explications géologiques. Le guide nous donne chaque fois des nouvelles de Drops, qui s'est fait fossiliser et qui maintenant voyage dans la roche. Et il nous donne aussi des nouvelles des descendants de Drops, qui traversent des périodes géologiques difficiles, des extinctions massives, et pour lesquelles la vie n'est pas toujours facile. Et là, je vais vous amener d'une période géologique à une autre, simplement en vous lisant le matin, notre réveil. Et là, nous sommes dans le Permien. En montagne, il faut se lever tôt. Les cabanes ont été espacées de telle manière à ce que la journée de marche entre deux lits soit totalement éreintante. En un éclair, nous devons prendre le petit déjeuner, nous brosser les dents, faire pénétrer une crème hydratante et tasser notre fourbi. Pendant que la chambrée s'affaire, je suis comme Pharaon dans son sarcophage. Impossible de me lever. Je dis « Hello, help, au secours !» À qui veut m'entendre? Cette fois, le guide sera obligé de me prendre au sérieux. Je vais le chercher, déclare Esther. Quelques minutes plus tard, le guide se penche vers mon matelas. « Laurence, aujourd'hui la Suisse va franchir le 30e parallèle. Tu n'as pas l'intention de louper ça, quand même. » Il se redresse et avant de passer la porte, me dit « Ça s'appelle des courbatures. » C'est un bon guide, ne t'en fais pas. Il sait ce qu'il fait, me dit Amour. Comment tu vois que c'est un bon guide? Il n'est pas encore mort. Oui, le guide est bien vivant dans la cuisine, il prépare le pique-nique. Je lui sers un argumentaire en 3 points, préparé à l'avance. 1. Je n'arrive plus à me mouvoir. 2. L'hélicoptère de ravitaillement acceptera certainement de me redescendre en plaine. 3. La chaîne hercynienne continuera à monter sans moi. Faux, il me répond. Aujourd'hui, la chaîne hercynienne ne monte plus, au contraire, elle va finir complètement rabotée par l'érosion. Courage. Le 3e jour est le plus pénible, mais après, tout te semblera facile. D'ailleurs, tu verras, le Permien est une période géologique difficile. Peu d'animaux en sont sortis vivants. Arrête d'abandonner. Tu te rends compte si la vie avait abandonné après chaque extinction massive?
Écoute-moi, Hugues. J'ai découvert des muscles en haut de mes jambes dont je ne suspectais même pas l'existence. Alors que j'ai pris toutes les précautions pour éviter les ampoules aux pieds, j'en ai une sur la base de chaque pouce. Tu t'appuies trop sur tes bâtons. Mon dos est en compote, mes épaules en lambeaux, mes jambes ne répondent plus, mes poumons sont en état de décomposition avancée. Je suis une loque. En 2 jours, j'ai déployé des efforts physiques équivalents à ceux de toute une vie d'adulte. Fourre-moi dans un tronc qu'on n'en parle plus. Tiens, tu peux répartir la salade entre les 2 Tupperware. Voilà. Et ensuite, on arrive dans le Trias. Et là, pendant la nuit, ils ont dormi dans un abri sous roche. C'était pas très confortable. Les plaques continentales ne sont pas les seules à dériver. Au réveil, nous ne sommes plus dans le même ordre. Thierry, qui s'était endormi à ma droite, au-delà d'Esther, est recroquevillé à ma gauche, tout contre Magali. Si je n'ai rien remarqué, c'est sans doute que j'ai dormi. Mes camarades échangent des blagues de type reproductif dans l'air frais du matin. Il est normal, voire attendu, que des tensions sexuelles émergent dans un groupe constitué. À l'âge de pierre, nous devions faire 2 choses pour survivre, manger d'autres êtres vivants et nous reproduire. Dans notre petite bande, cette deuxième activité pèse sur les épaules de Magali. Elle a mis 3 jours pour choisir, maintenant c'est fait. On verra bien si leurs descendants apportent une plus-value véritable au monde du vivant. Laurence est un petit peu jalouse. Et on arrive dans le, il me semble que c'est le Trias, dans le Jurassique. On sort du Trias, on arrive dans le Jurassique. J'ai plus de culotte propre, t'as qu'à retourner celle d'hier. Ensuite, on arrive dans le Crétacé. Pendant le petit déjeuner, la plaque africaine change brusquement d'avis. Elle commence à remonter vers le nord tout en pivotant sur elle-même. Le guide improvise une collision entre 2 piles de tranches de pain. On se représente très bien comment les nappes se chevauchent avec sauvagerie au fond de la mer pour former d'énormes piles subaquatiques. Autour de la table, chacun mesure la portée du soulèvement à venir. « Les Alpes !» s'écrie Esther. Le guide est désolé. En fait, l'apparition des parties émergées est pour demain. Le Crétacé est une période très longue. Il faut tout ce temps à la plaque africaine pour remonter. Et ça finit bien? Oui, elle finit par remonter. Non, je veux dire le Crétacé. Par une extinction de masse. Et on entre dans le Paléogène. On a passé une nuit sous la tente. Et on se rapproche les uns des autres. J'ouvre les yeux sur le cou de Bernard. Thierry dort en cuillère contre mon dos, ses jambes repliées sous mes fesses. Pour dormir aussi collé, un tipi de chambre d'enfant aurait suffi. Je baigne dans mes semblables et dans la lumière bleue de l'aube. Le réveil sonne, Bernard lui tape dessus. Nous avons été présentés, je lui demande. Tu as ta voix du matin. Même à la retraite, tu mets le réveil. Je me lève chaque jour à l'aube. Tu me racontes des histoires. C'est vrai, je te raconte des histoires. Thierry émerge du sommeil. Je tourne la tête vers lui, son visage est chiffonné. Les bactéries qui y vivent ont vu des chaînes de montagnes s'élever pendant la nuit. Tu as survécu à la compression, il me demande. Je sors mes 2 bras du sac. Je suis entière, quoique métamorphisée. On aurait dit que le tissu de la tente vous répulsait et que vous deviez à tout prix vous plaquer contre moi. Non, Laurence, je ne suis pas plaquée. Je me suis blottie contre tes formes. Quelle forme? Et enfin, c'est le matin du Néogène, où ils ont passé la nuit dans un refuge pour randonneurs, c'est tout petit. Si tu enlevais ton poids de dessus moi, je pourrais prendre une inspiration. Ah, salut Amour, lui répond Thierry. Ne m'appelle pas Amour. Après la nuit qu'on a passée, ça me donne quand même le droit. Je dégage mes cheveux, Magali s'est emberlificotée dedans pendant la nuit. À plusieurs reprises, il me semble avoir vu briller ses yeux. Je ne sais pas d'où. Je conserve des impressions très ouatées de ces heures écoulées dans la sécurité de notre nid. Le guide ouvre la porte et nous trouve compactés là. Secouez-vous, et il la referme.
Le dernier jour, c'est l'Anthropocène. Dernier jour, j'ai l'intention de fourrer mes affaires sans aucune logique dans mon sac à dos. Aujourd'hui, nous allons arpenter le dos frigorifié d'un glacier. Bonjour Laurence, dernier jour, me dit Bernard. Il a sa voix graveleuse, il passe la main sous une aisselle et expectore 2 fois. Ses cils sont collés. Quelle chose incroyable que d'être un homme. Quelle densité! J'imagine ce que cela doit être que d'élever chaque matin à la verticale, cette montagne de muscles, de peau, de graisse noire et de poils pour ensuite abaisser le tout devant chaque fleur qui pousse. Tu es un héros. Mph, il me dit. Nous sommes tous pressés d'en finir, nos sacs sont bosselés et mal ficelés. Je néglige mes pansements anti-cloques pour mes paumes. Esther et Amour font l'économie de leur mélange énergétique. Dans la salle à manger, Thierry nous montre une animation sur YouTube. On y voit les plaques continentales dérivées sur une musique de Daniel Balavoine. Un vraisemblable travail des géologues qui sont arrivés à reconstituer ces trajectoires. Nous les suivons d'un œil expert. La Terre l'a fait en 500 millions d'années, nous, en 1 semaine, résume Thierry. Voilà. Y a-t-il des questions du public? Oh! Public nombreux? Pourquoi est-ce important que Magali soit fertile? Oui, parce qu'en fait, je parle de ce protoclepsidrops qui a inventé l'œuf dur. Et donc, il va aussi y avoir une histoire d'œuf avec Magali. Est-ce à dire que nous pouvons nous réjouir d'une scène de sexe? Oui, mais la narratrice, pendant la scène de sexe, est en train de dormir. Ah, 3e question, juste le temps. Les grands événements alpins, Hannibal, César, Napoléon, Bonaparte, le réduit national sont passés sous silence. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup trop récents. Mais quand même, avez-vous appris le nom de quelques sommets alpins? Non, mais ils ont appris beaucoup d'autres choses. Merci.